Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flag qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et oui, je commence à bien connaître mon intro. Et aujourd'hui, non pas une interview, mais une discussion avec Elio Avila Muñoz, un créateur de contenu sur le sport, la psychologie et la philosophie, actif principalement sur YouTube et Instagram. Voilà, ça c'est pour la dénomination officielle, car c'est aussi et surtout un ami d'assez longue date à moi maintenant. On s'est rencontrés avant même que je commence à publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, donc ça commence à faire de nombreuses années et on a tout de suite cliqué, parce qu'on s'entendait bien sur les mêmes sujets la plupart du temps. Et dans cet épisode, on va discuter justement de notre façon de voir les choses, à propos notamment de l'importance de s'éduquer soi-même et de se responsabiliser dans ce qui nous arrive, de façon à mieux garder le contrôle face aux difficultés de la vie et du quotidien, dont on abordera un peu plus en détail la procrastination notamment. Cet épisode est extrait du podcast de Elio, que tu trouveras partout sous le nom de Ça va résonner, ainsi que dans les notes de cet épisode, bien sûr, dans lequel on avait récolté au préalable des questions sur les réseaux sociaux, afin d'y répondre tous les deux dans une discussion ouverte que j'ai beaucoup appréciée. Une petite note en plus avant de commencer, je viens de mettre en ligne sur le site de mon podcast, ericflag.com/podcast, un petit outil qui te permet de m'envoyer un message vocal en 2 clics, et je t'invite ainsi à me faire part, par oral, sur mon site directement, de tes questions par rapport aux épisodes qui sont déjà sortis sur mon podcast, ou alors de façon plus générale en ce qui concerne la nutrition, le sport, le développement personnel ou l'entrepreneuriat, quoi que ce soit. En fonction de ce que je reçois, soit je répondrai à 1 ou 2 questions dans chaque épisode monologue à la fin, soit je ferai aussi des épisodes où je répondrai aux questions sur le même thème tout ensemble, soit je ferai les deux, enfin je verrai bien en fonction de voilà, si tu m'envoies quelque chose d'intéressant sur lequel j'ai envie de discutailler un petit peu. Enfin bref, voilà, j'aimerais bien t'impliquer un petit peu plus dans ces épisodes, toi qui m'écoutes comme ça tranquillement en train de faire autre chose. Je trouve ça sympa dans l'idée, ça pourrait être plus proche de ce qui pourrait te servir directement ainsi qu'à d'autres personnes qui écoutent, et moi ça me permet d'interagir encore différemment et de nourrir mes épisodes, et ça j'aime bien. En parlant d'épisodes, on y va, ça y est, c'est parti. Sans plus attendre, voici notre discussion avec Elio Avila Muñoz. Tu veux lancer ? Ouais, je peux en lancer une. Alors j'ai une question de Jenna qui nous demande en fait de parler de l'importance de lire, de cultiver la connaissance au-delà de l'éducation. J'imagine que par là elle entend l'éducation nationale. L'éducation classique. Scolaire. Ouais. Donc pourquoi est-ce que c'est important de se cultiver ? Pourquoi est-ce qu'on devrait en apprendre un peu plus sur nous, sur les autres, sur le monde, sur ce genre de choses ? Est-ce que tu as une pensée là-dessus ? Oui, bien sûr, pourquoi pas ? Pourquoi ? Parce que le système de l'éducation, comme cette personne le mentionne, je suppose qu'on parle d'éducation scolaire, comme tu l'as dit, scolaire qui peut aller jusqu'à universitaire, etc. C'est quand même une éducation qui nous est pas mal imposée pour la grande majorité de la chose, c'est un espèce de moule dans lequel on nous pousse, histoire qu'on prenne la bonne forme, quelque part, c'est un peu ça. Tu vois, j'ai entendu quelques histoires à ce propos, que l'école aurait vraiment été inventée pour pouvoir préparer tous les petits-enfants à devenir des bons travailleurs dans une usine. En fait, le but, c'était vraiment que tout le monde soit pareil, comme ça, tout le monde il est obéissant, tout le monde il fait ce qu'on veut, tout le monde il va travailler dans les usines et on fait plein d'argent. Ouais. L'école aurait été inventée à ce moment-là, il me semble. Après, du coup, à partir du moment où le système est toujours un petit peu la même chose, c'est toujours un peu une espèce de moule où on t'apprend différentes choses, on te donne une espèce de forme, on essaye de... du coup, vu qu'on a tous les mêmes cours, dans la grande majorité des choses, on est tous un peu pareils, mais on a assez peu d'options, en tout cas dans la grande partie du parcours éducatif. On nous impose les sujets, on les apprend, et c'est très important, je pense, d'approfondir à côté ce qui nous intéresse vraiment, ou ce qui nous intéresse et qu'on n'a pas vraiment pu aborder dans l'éducation normale. Je sais pas ce que tu en penses, après c'est très vaste comme question. Oui, évidemment que c'est important, tout le monde serait d'accord. De dire qu'il faudrait en apprendre un peu plus. Je pense que personne ne contredirait ça. Pourquoi en apprendre plus au final ? Pourquoi est-ce que, si aujourd'hui l'école te permet d'avoir ton petit papier grâce auquel tu peux te lancer dans un apprentissage ou dans un, je sais pas comment ils appellent ça en France, un CAP ou... C'est ça, non ? Ouais, je sais pas. Bref, à partir du moment où l'école te permet de trouver un taf et de gagner tes sous pour acheter ton pain, pourquoi est-ce que toi, en tant qu'individu, tu devrais, ou quel avantage est-ce que tu pourrais tirer d'un approfondissement de ta connaissance du monde ? Parce que moi, par rapport à ça, je vois une réponse assez logique qui me paraît assez flagrante. C'est que
si ta vie, si t'es pas complètement satisfait de ta vie, si t'es pas complètement épanoui en fait, à partir du moment où tu vas toujours souffrir dans ta vie, il va toujours se passer des trucs où, en gros qui vont te faire souffrir, tu vas vivre des éléments pas chouettes. Et l'idée c'est que plus t'en sais, quelque part, plus tu t'apprends à te connaître toi, plus tu t'apprends à connaître, j'en sais rien, mais qu'un système économique ou n'importe quoi, plus tu t'évites en gros de la souffrance inutile, en fait. Donc, plus t'es prêt à beaucoup de situations qui pourraient arriver, plus t'es préparé, plus tu en sais, et plus vite et mieux tu peux réagir. Bien aussi. Sûr. Que ce soit en conséquence, une réaction, ou en prévention aussi, éventuellement. Simplement pour avoir une vie peut-être un peu plus riche, avec plus de possibilités, avec plus de possibilités que tu remarques surtout, parce que si tu connais rien sur un sujet, tu vas même pas voir les opportunités, les possibles opportunités qui pourraient apparaître devant toi, en fait. Donc simplement en te cultivant, en apprenant sur le monde, tu vas voir beaucoup plus d'opportunités, et c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus marrant. T'as la possibilité d'épuiser genre la vie, d'en tirer un maximum. Tu peux. Pour moi, ça permet de voir énormément de choses là où d'autres personnes n'y verraient rien. Et chacun d'entre nous, on est très très loin aussi de voir tout ce que quelqu'un d'autre pourrait voir. Donc je me souviens options, c'est beaucoup d'options. Je me souviens que cette Jenna, parce qu'elle commence sa question en me disant sans aucune surprise, je vais te demander de parler de l'importance de nanana, parce que la dernière fois, du coup je suis remonté, et la dernière fois qu'elle avait répondu à une de mes stories, c'était vis-à-vis du livre. J'ai lu un livre d'Alexandre Solzhenitsyn dont j'avais un peu parlé en story, et en fait elle avait plutôt l'air, elle avait l'air d'être bien intéressée par tout ce qui était l'histoire, et peut-être que sa question s'axe en partie sur l'histoire. En gros, ce livre de Solzhenitsyn, L'archipel du Goulag, je vais en parler sur ma chaîne, donc peut-être que la vidéo sortira plus ou moins en même temps, donc les gens pourront faire le lien, mais du coup je vais pas développer maintenant. Mais en gros, quand tu te cultives, quand t'en apprends sur l'histoire du monde, parce que peut-être c'est la perspective qui l'intéresse, t'apprends, je sais pas, j'ai l'impression en fait qu'on vit à une époque où il y a tout qui va tellement vite qu'on ne sait pas vraiment ce qui va être le prochain pas, quelle va être la prochaine étape, où est-ce qu'on en sera dans 1 an, dans 2 ans, putain, avec l'intelligence artificielle, les modifications génétiques qu'on arrive à faire. Je sais pas si t'as vu, il y a ce docteur chinois qui a réussi à modifier, je crois, une protéine genre dans le bide d'une femme enceinte, et d'immuniser cette femme, mais je t'en avais parlé hier. Oui, d'immuniser cet enfant au sida. Ouais, exactement, il pouvait plus, parce que sans cette protéine, je crois, le virus peut plus, je suis pas expert là-dedans, mais quelque chose, exactement. Et toutes ces modifications, en gros, elles vont amener des changements, mais à mon avis, qu'on est incapable de conceptualiser maintenant. Elles sont exponentielles en plus, il n'y a qu'à regarder les 20 dernières années de révolution par rapport aux 2000 dernières années, on ne sait pas où on sera très rapidement. Donc, absolument pas. Et du coup, vu que apprendre où on en est aujourd'hui, au final ça fait pas énormément de sens, dans le sens où ça va peut-être changer, les règles du jeu sont sur le point de changer complètement. On apprend sur l'histoire, on apprend sur le passé, aussi sur la psychologie humaine, parce que la psychologie humaine, tout ce qui est sécrétion d'hormones, le fonctionnement de l'humain en tant qu'animal, c'est pas des choses qui vont changer. Et ça a pris beaucoup de temps à se former, et on va pas changer d'une décennie à l'autre, donc... Et du coup, en savoir là-dessus, ça te permet de mieux appréhender la suite. En fait, t'es mieux équipé pour quoi qu'il se passe dans l'avenir. Tu t'affûtes aussi, un peu en lisant, en apprenant des connaissances, en apprenant sur n'importe quoi. Tu t'offres plus d'outils, en fait, tout simplement. Surtout, tu vas chercher dans des domaines qui sont immuables. Ou à l'échelle de notre vie immuable, du style la psychologie humaine. Entre maintenant et 40 ans, ça n'a pas énormément changé, un petit peu probablement avec la technologie, plus que pendant les 40 dernières années, il y a 500 ans bien sûr, mais c'est peut-être plus intéressant d'en apprendre sur la psychologie humaine que d'apprendre sur une technique particulière. Sur le droit fiscal suisse en 2019 ou en 2020, qui va probablement plus être le même dans 5 ans. Exactement, c'est un bon exemple. Du coup, elle m'enchaîne en fait avec pas mal de questions. En fait, je les ai toutes trouvées assez cool. Du coup, deuxième question, quand on voit ta vidéo sur le 540, la philosophie qui en ressort, on comprend clairement que tu es porté par l'envie, au-delà du sport, de véhiculer un certain état d'esprit persévérant. Peux-tu développer ton message de fond ? La question est valable aussi pour Eric d'ailleurs. Du coup, je récapitule en gros cette vidéo en 2 secondes. La vidéo sur le 540, c'est une vidéo que j'avais filmée dans laquelle
je montrais toutes mes tentatives pour réussir à faire un 540 qui est une figure, qui est une espèce de, comment on appelle ça, une vrille que tu fais à la barre, une rotation sur 140 degrés sur la barre fixe. Donc c'est une figure un peu d'acrobatie. Et j'avais filmé toutes mes tentatives jusqu'à réussir à faire la figure, donc avec chaque échec. Et dans cette vidéo, du coup, il y avait une voix, à un moment donné, je me suis enregistré en voix off et j'expliquais, je parlais du positionnement en tant que victime, en fait. J'expliquais que, sauf erreur, il s'était passé 2-3 trucs, et puis j'avais hésité. Je vais peut-être devoir revenir un peu, faire un petit pas en arrière. En gros, j'avais promis cette vidéo, j'avais promis que j'aurais le 540 avant le 24 décembre. C'est-à-dire que je m'étais fixé une deadline, et il s'était passé 2-3 trucs juste avant, et puis en gros, j'aurais pu venir avec une excuse et dire « Ah, mais il s'est passé ça dans ma vie, et du coup, j'ai pas pu... Enfin, la deadline, je peux pas la respecter, mais c'est pas de ma faute. » Et en gros, en 10 ans, c'est pas de ma faute, ce que je racontais du coup en voix off dans la vidéo, en 10 ans c'est pas de ma faute, je me positionne en victime. Et d'ailleurs c'est hyper cool qu'on en parle parce qu'il y a plein de gens qui ont pas compris ce que je voulais dire. Parce que quand ils entendent victime, aujourd'hui, ça sonne une insulte, tu vois. Mais moi j'entends pas victime au sens de l'insulte, c'est pas ah t'es une victime ou ce mec c'est une victime dans le sens où il se fait victimiser. Pour moi à partir du moment où tu dis ça m'est arrivé mais c'est pas de ma faute, t'es une victime, t'es quelqu'un qui subit, t'es le sujet passif, t'es plus le sujet actif qui est responsable de ce qui arrive, t'es passif en fait, t'es là, et il y a des événements qui sont totalement externes, plus forts que toi, tu peux rien y faire, et qui t'arrivent dessus. Et là, t'es en position de victime par rapport à ces éléments. Et ce que je disais du coup dans cette vidéo, c'était que quand tu te positionnes en victime, tu t'enlèves quelque part la responsabilité, tu te déresponsabilises, tu te dis bah écoute je peux pas te sortir la vidéo pour du 540 pour Noël, mais c'est pas de ma faute. Exact. Oh, chips. T'as vu? Tu peux plus parler maintenant, c'est juste. Mais c'est pas de ma faute, et à partir du moment où c'est pas de ma faute, bah personne peut m'en vouloir. Même moi je peux pas m'en vouloir. Et du coup bah je sauve la face, je sauve mon ego. Je sauve mon ego, je me sens mieux vis-à-vis de moi-même parce que bah c'était simplement pas de ma faute. Mais le problème, quand tu te positionnes en tant que victime, c'est que tu t'ôtes tout pouvoir sur la situation en soi. Exactement. Donc tu peux plus la changer. À partir du moment où tu es une victime, tu peux plus changer ça. C'est comme ça que tu vois la chose. Ça m'arrive, je subis, je passe à autre chose, mais ça sert à rien de continuer parce que je peux pas. Voilà. À partir du moment où tu te poses dans cette position, pour rester cohérent avec cette position, tu es obligé de laisser tout pouvoir. Tu dois oublier ou te cacher le fait que peut-être non seulement tu pourrais éventuellement peut-être changer les choses, ou au minimum te poser la question de est-ce que si ça pouvait éventuellement se reproduire, est-ce que je pourrais faire quelque chose de différent pour altérer le résultat final ou vraiment pas. Tu vois, s'il y a une météorite qui s'expose sur la Terre, c'est relativement externe, on ne peut pas faire grand-chose, toi ou moi, probablement. On peut peut-être en apprendre des choses, je sais pas. C'est pas la même chose que si tu as eu un empêchement pour X ou Y raison pour sortir une vidéo. Parce qu'il faisait moche et tu peux pas filmer parce qu'il fait moche ou je sais pas. Bref, je suis à court de bons exemples, je crois, mais... Non, mais c'est des très bons exemples, et d'ailleurs, je pense que c'était toi, c'était un truc, je me souviens, c'était un sujet qui te plaisait pas mal, on en discutait pas mal il y a 2-3 ans, où t'expliquais que ce que t'aimais faire, c'était genre te responsabiliser pour absolument tout ce qui t'arrivait. Genre... Eric, c'est un bonhomme, c'est le genre de bonhomme qui se retrouve dans une situation où en gros, il y a une couille qui lui arrive, il aurait 1 milliard de raisons et 1 milliard de bonnes raisons aux yeux de la majeure partie de la population de dire écoute c'est pas de ma faute, et tout le monde dira bah ouais effectivement ce qui vient de t'arriver c'est pas de ta faute, mais Eric ce qu'il va dire c'est non si c'est de ma faute, et à partir du moment où tu décides que c'est de ta faute, bah tu deviens celui qui a le pouvoir en fait, et celui qui a le pouvoir c'est celui qui en gros peut changer les choses et les améliorer. Et en fait c'est dans ce mindset en fait que tu as envie de te mettre. Donc quoi qu'il t'arrive, des fois ça peut paraître un peu grossier, des fois c'est vraiment genre vraiment pas de ta faute. Tu peux avoir l'exemple... Plus objectivement, pas de ta faute. Mais plus t'es capable de prendre de la responsabilité pour les trucs qui t'arrivent dans ta vie, plus non seulement quand il t'arrive des bons trucs, tu peux aussi prendre la responsabilité pour ces bons trucs, parce que c'est facile de balancer et de dire c'est pas de ma faute, et quand il y a des trucs bien qui arrivent, et là tu dis mais c'est grâce à moi. Ça marche pas comme ça, c'est ou bien c'est toi qui es en contrôle, et puis à ce moment-là la merde que tu t'attires, c'est ta faute, mais les trucs chouettes que tu t'attires... Parce qu'à partir du moment où tu es là-dedans, c'est-à-dire que tu décides de prendre le contrôle sur la responsabilité de ça, mais pas ça.
Donc à un moment, il faut choisir. Soit tu te déresponsabilises de tout, soit tu prends le contrôle, soit tu réalises que tu as pris le contrôle de décider que ce n'était pas de ta faute. Et là, tu as quand même pris le contrôle quelque part. Après, c'est des fois, c'est à différents niveaux. J'imagine qu'il y a des gens, ils vont voir ça un peu comme mais là, ils sont en train de se triquer eux-mêmes mentalement. C'est ce que j'allais dire. Parce que c'est vrai que t'as des situations où clairement, t'y peux rien. Genre, si tu sors dans la rue, t'as un vélo qui te rentre dedans par derrière, tu vas pas te dire, enfin, c'est un peu lourd et grossier, genre de dire, ouais, mais j'aurais pu sortir 10 minutes plus tôt, et puis Mais c'est un peu le mindset, en fait, parce que des fois, t'as des situations qui sont ni noires ni blanches, on est dans le gris, et quand on est dans le gris, si t'arrives, en fait, à te responsabiliser pour le truc, typiquement la vidéo, de me dire, écoute, on est 2 jours avant le 24 décembre, il faut que je fasse 540, réussir à le faire en 2 jours, c'est tendu. Mais dans le fond, qu'est-ce qui m'aurait empêché au final de commencer plus tôt ou de m'y prendre un peu plus en avance et de voir ensuite, mais en fait, c'est de ma faute. Parce que même si j'ai eu ce projet que j'ai dû rattraper au dernier moment, peut-être que si j'avais bossé un peu plus pendant mon année, ce projet, j'aurais pu le terminer 1 jour plus tôt, du coup, ça m'aurait donné 1 jour de plus, du coup, j'aurais pu faire la vidéo. Donc au final, quand tu commences à penser comme ça, tu réalises que les choses dépendent beaucoup plus de toi. Et si elles dépendent plus de toi, ça veut dire que t'as juste au final à décider, à passer à l'action, et puis tu t'attires des trucs, quoi. Ouais, tu parlais de ma façon de responsabiliser la chose. C'est vrai que j'en parle plus trop, parce que c'est vrai que quand j'en parle, j'ai l'impression en fait que c'est mal pris. Tu vois, moi j'adore. Moi je te jure, j'adore. Ouais, je sais, mais tout le monde le prend pas comme ça. Moi quand je t'entends, des fois je me dis mais clair. Mais je reçois plus de feedback. Du coup, je préfère éviter un peu le sujet, parce que c'est vrai que souvent quand je dis quoi qu'il m'arrive, c'est de ma faute. Les gens, en fait, qui m'entendent, j'ai l'impression qu'ils le prennent pour eux. Et genre, comment ça ? Je comprends pas. Comment ça, ils le prennent pour eux ? Si je dis ça, ils se disent, si lui, il pense ça pour moi, pour lui, ça veut dire qu'il pense que je devrais penser ça pour moi. Et du coup, on me dit, mais en fait, il m'est vraiment arrivé un truc, je peux pas, tu vois, des fois, c'est vraiment complètement extérieur ou quoi. Et justement, je suis pas assez intéressé pour discuter en profondeur des problèmes des uns et des autres, mais je préfère vivre comme ça, je trouve ça mieux. Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur un dernier truc, quand il y a vraiment un truc, et ça c'est quelque chose que je trouve assez fascinant aussi, c'est quand il y a vraiment quelque chose, le plus objectif du monde, tu pouvais rien y faire. Vraiment, ça te tombe dessus, c'est pas de chance. Il y a vraiment un facteur chance dans beaucoup de choses. Tu as toujours le contrôle sur ta façon de voir la chose. Tu as toujours le contrôle sur la façon de voir ça. Mais mettons qu'il y a un truc négatif qui t'arrive, c'est un stress, mettons que c'est un stress sur tu as un danger sur ta façon de vivre, sur ta façon d'être ou quoi, tu peux toujours décider que c'est un stress positif ou négatif. C'est une façon de voir la chose. Est-ce que tu te dis, voilà, je subis, c'est la merde, bon, voilà, c'est pas de chance pour moi, ou est-ce que tu te dis au contraire, ah ouais, c'est un beau challenge, hein, c'est un sacré challenge, comment est-ce que je vais décider de réagir face à ce challenge sur lequel je n'ai aucune influence ? Je peux décider de voir ça d'une façon positive, comme une façon de me renforcer, tu vois. Faire preuve de pragmatisme au final. Un proche qui décède, tu peux rien faire, tu peux pas le changer, tu peux plus le rattraper. Tu peux décider de voir ça. Ouais, je vais peut-être pas parler de ça parce que j'ai un peu d'expérience où je peux pas parler de ma vie privée, tu vois, mais trop privée. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, mais au final, tu t'es pas. Ouais, je sais pas si j'ai envie de deuil. Je sais pas si je peux me permettre de parler de deuil, mais ça peut être un exemple, tu vois. Tu peux voir ça comme quelque chose qui te tombe dessus, que tu ne méritais pas, que cette personne ne méritait pas, qui est totalement injuste. Mais tu sais, il y a un élément genre à la vie qui est genre hyper tragique. Il y a des choses qui vont te tomber dans la gueule où tu pourras absolument rien. Genre c'est un truc qui me fait un peu froid dans le dos, c'est de m'imaginer mes parents qui, pour l'instant, sont les deux encore vivants, mais mes parents qui chopent Alzheimer, tu vois. Et genre d'imaginer que tes parents te reconnaissent plus. Et c'est... Ou alors imaginer que... Ouais, et c'est des éléments où qu'est-ce que tu vas faire face à ça, tu vois. Genre tu vas pas pouvoir te responsabiliser. C'est pour ça peut-être que du coup... te construire le plus possible en tant qu'individu, histoire de t'éviter des autres problèmes, en plus de ces problèmes qui de toute façon vont t'arriver, c'est peut-être important, parce que la mort d'un proche, c'est tragique. Par contre, la mort d'un proche, et en plus, du coup, tu te retrouves à te battre avec tes frères et sœurs pour une question d'héritage ou des trucs comme ça, c'est, t'as une situation de merde, mais tu t'en fais un enfer, en fait, si t'as pas les épaules pour réussir. Et du coup, plus tu te formes, plus tu deviens un peu plus que ce que t'es, plus t'as la possibilité de, il y a un proche qui meurt, et tu trouves le moyen de réunir ta famille, et puis genre je sais pas si... si t'arrives à limiter tes problèmes à uniquement ceux sur lesquels vraiment tu n'as aucune influence,
t'es béni, t'es le surhumain de la planète, parce que c'est très très difficile, mais tu peux essayer de t'épargner un petit peu des soucis. Tu peux pas les éliminer, mais les limiter, tu peux. Enfin, tu peux. Je peux aller sur la suite, elle me pose 3 questions de suite. La procrastination, je suis en plein dedans. Bon, procrastination, définition... Toujours remettre au lendemain quelque chose qu'on sait qu'on devrait faire aujourd'hui. J'ai 2 trucs à dire dessus, peut-être. Le premier, c'est que c'est intéressant et c'est surtout juste de voir ton cerveau comme un ordinateur, des fois. Dans le sens où toutes les choses que tu sais que tu devrais faire, même si tu les fais pas, elles restent quelque part dans un coin de ta tête et ça te coûte de l'énergie mentale. Et ça ralentit, c'est comme la RAM de ton ordi, genre ça va ralentir ta machine interne. Imagine, t'as une série de factures que tu dois payer, ou alors t'as une lettre que tu dois écrire parce que tu t'es pris une amende dans le train et t'as envie d'écrire une lettre à la SNCF ou au CFF en Suisse pour essayer de faire sauter ton amende. Je parle de ça parce que j'ai souvent évidemment, fait ça on se doute que ça vient pas de nulle part. Si tu sais que ce truc-là, tu dois le faire, mais que tu le fais pas, en fait, il va y avoir plusieurs moments dans ta journée, ou peut-être c'est une fois par jour, ou une fois tous les 2 jours, où tu vas y penser, et tu vas pas le faire. Et en fait, tous ces moments où tu vas y penser, ça te pompe de l'énergie, et de toute façon, tu dois le faire. Donc si de toute façon, tu dois le faire, fatigue-toi pas, prends l'habitude de directement faire le truc. La procrastination, c'est hyper destructeur d'un point de vue productivité, parce que tu te fatigues, tu t'encombres le cerveau de choses que tu sais que tu devrais faire à un moment donné ou à un autre. Et à côté de ça... j'ai l'impression, en fait, que moi, personnellement, si je me mets à procrastiner les trucs, je me sens mal vis-à-vis de moi-même. Parce que je me sens con. C'est ça le problème. Je me sens con, je me sens débile. En vrai. Je me sens très mal quand je m'observe procrastiner et que ensuite je m'observe continuer de procrastiner alors que je m'étais déjà observé avant, tu vois. Et ça, c'est pénible. Et après, en termes de tactique, comment vaincre la procrastination, il y en a qui mettent en avant une méthode qui est intéressante, j'ai déjà essayé, qui marche assez bien. Après, ça marche mieux que certaines personnes. Un truc du style méthode des 3 secondes ou des 5 secondes. C'est-à-dire, quand tu sais que tu vas faire quelque chose, t'as 3 secondes pour t'y mettre. Et c'est tout. T'as pas le droit de prendre plus que 3 secondes pour... Oh putain, la vaisselle de hier soir a fini. Go, tu vas la faire direct, parce que tu perds du temps, de l'énergie à... Et elle va te faire, cette vaisselle, elle va pas disparaître. À rationaliser le fait que tu peux la faire tremper 4 heures parce que ça sera plus rapide de la nettoyer derrière. Non, ça sera pas plus rapide. J'ai eu une discussion comme ça avec un de mes colocataires quand j'étais à l'université de Lausanne, justement par rapport à la vaisselle, parce que les colocations, c'est classique, la vaisselle. T'en as toujours un qui a une conception de la propreté différente que l'autre. Et du coup, forcément, t'en as un qui va être plus sensible à la saleté. Et le mec le plus sensible à la saleté dans une coloc, c'est celui qui finit par toujours faire le nettoyage parce que il en peut plus avant les autres. Et en fait, c'était mon cas. Tu vois, genre j'aime bien quand les choses sont propres, et surtout la vaisselle. Enfin, la vaisselle, c'est l'exemple le plus flagrant de procrastination. Je pense que tous ceux qui vivent seuls ou alors qui vivent chez leurs parents et qui font la vaisselle, bref, tous ceux qui ont fait la vaisselle une fois dans leur vie savent que c'est plus facile de faire la vaisselle quand l'aliment n'a pas encore séché sur les assiettes ou au fond de la casserole que plus loin. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que t'attends de faire ta vaisselle. Ça va non seulement te pomper de l'énergie de réfléchir à chaque fois, il faut que je fasse la vaisselle, pardon, j'ai de la peine à parler. Mais en plus de ça, ce sera plus dur au moment où tu la feras. T'as une facture à payer, tu reçois ta facture à la maison. T'attends, tu la laisses sur le coin de ta table. À chaque fois que tu la vois sur ton bureau, ça te fait chier de la voir. Et au bout d'un moment, tu reçois un deuxième papier. Et c'est quoi ce papier ? C'est la même facture avec 20 balles de frais de rappel. Les problèmes, ils disparaissent pas. Et ils ont tendance à devenir plus grands. Ils grandissent, ils font des bébés. Et dès que t'as un truc que tu sais que tu vas devoir affronter à un moment donné ou à un autre, va l'affronter tant qu'il est encore petit. Fais ta vaisselle tant qu'elle est encore fraîche, tant que tu peux encore décoller la sauce tomate de ta casserole sans devoir gratter comme un acharné. C'est horrible la procrastination, hein. C'est terrible. Je comprends pas comment tu... Parce que moi aussi, je procrastine. On me donne des conseils, mais c'est de la théorie. C'est pour ça que c'est pas toujours facile de donner des conseils quand tu te sens pas complètement légitime à ce propos. Faut croire qu'on nous donne une certaine crédibilité vu qu'on nous pose cette question, mais ça n'empêche que après, au final, la procrastination, vaincre la procrastination, c'est une action en soi. C'est un muscle, tu vois. Pour vaincre la procrastination, tu engages un muscle, soit un muscle cérébral ou de discipline à chaque fois. Plus tu l'engages, plus tu le renforces, plus ça devient facile. Et si tu arrives à te rendre compte que systématiquement tu laisses traîner ta vaisselle, tu laisses traîner ces factures, si tu prends la décision, là maintenant, tu vois, et c'est pas toujours facile de se poser ces questions, même là maintenant, je te donne l'autorisation, l'obligation de te souvenir de ce que je vais dire maintenant, ce qui est que la prochaine fois que tu t'observes
repousser quelque chose, tu te dis « Ah, putain, je me souviens du podcast entre Elio et Eric où il disait que je devais le faire tout de suite. » Et là, tu vas penser à nous et tu vas le faire tout de suite et tu vas t'observer après l'avoir fait tout de suite, tu vas dire « Putain, c'est pas si mal. Peut-être ça vaut la peine d'essayer de le faire une deuxième fois. » Et tu vas prendre un petit peu d'élan comme ça. Et ce qui va se passer à chaque fois que tu vas le faire, c'est que le circuit que tu vas employer, le circuit neuronal que tu vas employer de faire la vaisselle directement après, tu vas le renforcer. Et en fait, à chaque fois que tu pratiques quelque chose, on en parlait dans le premier épisode, à chaque fois que tu pratiques quelque chose, tu rends ce truc un petit peu plus fort. Donc si tu as procrastiné pendant 25 ans, tu as ton petit circuit procrastination dans ton cerveau qui est marqué genre bien violemment, tu vois, c'est ancré, c'est tatoué. C'est tatoué dans ton cerveau. Mais à partir du moment où tu vas commencer à, comme tu dis, justement, dire ok, vas-y, change d'habitude, tu entraînes ce muscle. Ce nouveau chemin neuronal de réflexion. Tu vas le rendre plus fort. Ça me fait penser à ta vidéo, tu sais, où tu avec parlais de neige. ça. Avec la neige, ouais. Où tu creuses et tout. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, procrastination. Entraîne le muscle qui combat la procrastination, c'est le même pour chaque tâche. C'est pas parce que on parle de vaisselle, de facture ou de sport, c'est la même chose. Tu t'y mets tout de suite et plus tu le fais, plus c'est facile. Donc, commence, la motivation va venir, les progrès vont venir, ça sera plus facile à chaque fois. Question suivante, comment est-ce qu'on affronte, on parle ensemble, mais comment est-ce qu'on affronte les difficultés du quotidien au niveau du mindset? Alors bon, je sais, c'est un peu vague comme question. Ouais, les difficultés du quotidien. On peut, j'imagine, essayer d'en définir une. Tu les prends comme elles viennent et tu fais preuve de pragmatisme. En gros, t'évites de réagir de manière émotionnelle, c'est-à-dire que tu vois le truc arriver et tu te dis quelle est la meilleure manière de réagir, et en fonction de tes capacités mentales, tu trouves la meilleure solution et tu l'appliques. On revient un petit peu à ce qu'on avait dit un petit peu avant. Moi, quand je me prends une difficulté du quotidien, j'ai plutôt tendance à... Effectivement, comme tu l'as dit, ça me fait penser au fait que je préfère me responsabiliser vis-à-vis de cette difficulté, peu importe d'où elle vient. Et à partir du moment où je me responsabilise, ensuite, ça, c'est propre à moi. Mais j'essaie effectivement d'enlever au maximum les émotions là-dedans et de me dire, je suis... c'est plus facile à comprendre si je le dis comme ça, ça se passe pas exactement comme ça, mais je suis le robot ultime de la productivité. Quelle est la marche à suivre de A plus B égale C qui va me permettre de vaincre un petit peu cette difficulté? Et normalement, ça t'apporte des bonnes pistes à suivre. Après, je me suis aussi rendu compte, en utilisant un petit peu cette façon de penser, que ça marche pas toujours. Typiquement, j'ai eu quelques problèmes avec cette façon de penser où je me responsabilise entièrement. C'est que c'est dans ma relation avec les autres, quand quelqu'un me raconte ses problèmes et qu'il prend le rôle de la victime quand il me raconte ça, j'ai du mal à être empathique. Parfois, maintenant je fais très attention, notamment, j'ai déjà remarqué ça avec mes relations sentimentales avec des copines ou avec mes meilleurs amis, où on m'a déjà reproché... quand je leur dis ce que je pense vraiment, on me dit ah oui mais moi tu sais, moi je suis pas un robot, du coup tu peux pas me donner cette réponse, ça marche pas. Et je me suis déjà rendu compte de ça, et ça c'est un truc sur lequel je travaille parce que j'ai bien entraîné cette façon de penser. Mais il faut pas oublier que tout le monde pense pas comme toi, que les personnes réfléchissent différemment, que les émotions entrent en jeu quoi qu'on en veuille. Peu importe à quel point toi tu as l'impression de pouvoir sortir les émotions de la chose, à partir du moment où ça implique un autre être humain qui n'est pas toi, il faut aussi prendre en compte sa façon à lui de voir les choses et la respecter et te mettre dans sa réalité quand notamment il vient te poser des questions. Donc typiquement, je me souviens que c'était un de mes meilleurs potes qui me disait le seul problème avec mon nouveau job, c'est qu'il n'y a pas de flexibilité, tu vois, je peux pas vraiment venir à 9h au lieu de 8h. Je me dis aucun. Tu vois, ma réponse hyper brute, hyper méchante comme ça, parce qu'elle peut être prise comme méchante, c'est ce que je pourrais penser, mais que je ne dis pas exactement comme ça quand même, c'est on s'en fout, tu peux pas changer ça. Du coup, pourquoi est-ce qu'on en parle? C'est quoi le problème là-dedans? Si tu reconnais toi-même que tu n'as aucun pouvoir là-dessus, pourquoi est-ce qu'on en parle? Mais voilà, dans les relations avec les êtres humains, il faut surtout pas parler comme ça. Et ça, je l'ai appris avec mes expériences aussi. Donc... Oh putain, tu parles, moi aussi je... mec, c'est compliqué, hein. Personne n'a la réponse à tout, certainement pas nous, mais... Tu vois, les expériences forgent... c'est grâce à ces expériences avec d'autres personnes que je me rends compte, quand quelqu'un vient me raconter ses soucis, il veut pas que je dise qu'il peut rien faire. Il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est du réconfort, c'est être écouté. J'essaie de pas trop valider les gens quand vraiment ils se posent en victime et que je suis pas vraiment d'accord. Je leur dis ce que je pense. Surtout que ceux qui viennent me dire ça, c'est mes amis proches. Hein. Les autres, ils viennent pas me parler de ça. Donc évidemment que ils cherchent pas la même chose. Enfin bref, quand les difficultés du quotidien arrivent dans ta gueule, qu'est-ce que tu fais, Elio? Quand les difficultés du quotidien arrivent dans ma gueule,
je fais preuve de pragmatisme. Bah, je me mets... en fait, c'est marrant parce que je réagis plus ou moins comme toi. Et puis aussi vis-à-vis de mes relations avec les autres, j'avais tendance à... Surtout vis-à-vis de ma famille. Enfin, plus une personne a tendance à compter pour moi, plus je vais me montrer... brut. Ouais, parce que je vais me dire... ça va m'agacer. Je vais me dire, mais putain, ce serait tellement mieux pour toi si tu faisais la bonne chose la bonne chose à faire pour toi, si tu veux. Et ça, c'est de nouveau très marrant parce que souvent, on est meilleur pour conseiller les autres. Parce que moi-même, voilà, là, j'étais en train de penser, j'ai ma déclaration d'impôt que je suis censé vous remplir pour mi-mars. On est quoi ? On est le jour je l'ai fait il y a pas 8, 9, un truc comme ça. Et ça fait quoi ? Ça fait un petit mois que je l'ai reçu. Je l'ai fait il y a pas longtemps et ça m'a pris 2-3 semaines avant de la faire, clairement. Où ça me restait dans la tête. Ouais. Et là, elle est dans ma tête, je peux te dire. Donc, c'est toujours beaucoup plus simple d'expliquer aux autres ce qu'ils devraient faire, mais au final, c'est à ton niveau, à toi, que tu dois faire le truc. Donc, c'est... Compliqué, mais... mais j'espère qu'on a pu apporter un tout petit peu de piste de réflexion vis-à-vis de ça, pour une question aussi générale. Et voilà, j'espère que cette discussion avec ce cher Elio t'a plu. On devrait pouvoir remettre ça une prochaine fois avec lui pour un épisode original, j'espère. Clairement, je vais lui proposer, Elio, si tu m'écoutes, on va prendre contact. C'est vrai que là, on est un petit peu séparés par la distance en ce moment. Enfin bref, si tu veux plus d'épisodes de nous deux en attendant, il y en a 2, dont celui dont est tiré les questions auxquelles on a répondu dans cet épisode-ci, qui sont disponibles sur le podcast de Elio, et dont je te mets le lien dans les notes de l'épisode qui sont disponibles sur ericflag.com/7, comme le numéro de celui-ci, et tu y retrouveras également toutes les infos et tous les réseaux de Elio. Et sinon, comme mentionné au début de cet épisode, sur ericflag.com/podcast, tu vas trouver un petit outil qui te permet de m'envoyer des messages vocaux que je vais pouvoir intégrer à la fin des épisodes ou pour faire des épisodes entiers qui serviront à répondre à tes questions sur différentes thématiques qui sont abordées dans ce podcast typiquement. Donc je t'invite à le faire si tu veux que je réponde à une question qui te trotte dans la tête sur l'un de ces sujets. Quoi qu'il en soit, bon courage pour ce mois de novembre, surtout si tu es confiné. J'espère que tout va pour le mieux et que tu tires le plus de positif possible de tout ça. J'ai personnellement prévu un mois assez chargé de vidéos sur YouTube à ce sujet. Je pense que ça pourra aider pas mal de monde. En tout cas, c'est le but. Donc voilà, reste à l'affût de cela. Et puis sinon, merci beaucoup pour ton temps et ton attention. En attendant le prochain épisode ou la prochaine vidéo YouTube, travaille bien, prends soin de toi